Ce jour-là, dans la ville frontalière, les échoppes étaient animées, ça sentait le pain chaud et la laine mouillée. Depuis plusieurs années déjà, la ville vivait sous l'autorité d'un nouveau dirigeant que beaucoup appelaient tuteur, même si, en privé, ils utilisaient le mot usurpateur. Sur la place, du matin au soir, on discutait du prix du sel et de l'avoine, on se disputait à propos du poids des pois, on mesurait le tissu au mètre. Personne ne s'étonnait de voir un vieux chevalier survivre grâce à des petits boulots. Tantôt, il ferrait le cheval d'un inconnu à la forge, tantôt, il réparait la courroie cassée d'un manège de foire tiré par 2 juments épuisés. Il se comportait simplement, presque discrètement, et ne suscitait pas la pitié, car il ne demandait rien, mais agissait. Ce sont les enfants qui l'ont remarqué les premiers. Il savait réparer en 1 minute les roues des chariots jouets, raconter de courtes histoires sans mots superflus, calmer d'un seul regard un chien de berger bruyant. Les adultes remarquèrent autre chose. Il utilisait des nœuds anciens, connus à la cour précédente, et payait avec des pièces rares à l'effigie du roi déchu. Les gens disaient que seuls ceux qui avaient autrefois été proches du trône avaient conservé ce métal. Il répondait à ces allusions en disant que ces pièces lui avaient été données en paiement il y a de nombreuses années sur la route, et il jetait son manteau par-dessus son épaule à la manière militaire, comme s'il était habitué au poids de la toge. Dans la ville, vivait une veuve qui tenait une auberge près de la porte nord. Elle n'aimait pas les mots inutiles et considérait la vie comme un calcul où se rejoignent et se séparent le grain, les bougies, le bois et les nuitées. Elle avait un adolescent au caractère calme et à la main sûre, capable de tenir des registres de telle sorte qu'à la fin du mois, tout concordait jusqu'au dernier sou. On taquinait le garçon parce qu'il relisait souvent les vieux livres du maître d'écurie qui décrivaient comment entretenir les morts secs et quoi mettre sur les sangles partant de gel, et il avait honte de son talent, comme s'il n'était pas digne d'un homme. La veuve, lorsqu'elle rencontra le chevalier aux cheveux gris, se montra d'abord méfiante. Les étrangers pullulaient dans la ville, et les étrangers apportaient des ennuis. Avec le temps, la méfiance fit place au respect. Elle voyait qu'il prenait soin de ses affaires. Son manteau était plié, ses sangles graissées, sa lance ne projetait pas l'ombre d'une menace absurde, mais servait de soutien et de levier. Il travaillait en silence et ne mangeait pas plus que nécessaire, comme un homme habitué à la discipline. Les premiers signes annonciateurs des changements à venir étaient si discrets que même ceux qui avaient l'habitude de remarquer les subtilités ne les entendirent pas. Le vieux sonneur, que tout le monde considérait comme presque inutile, trouva dans le grenier de la tour de la cloche un paquet de banderoles aux couleurs fanées de l'ancienne maison. Il les montra au garçon de la veuve, qui les enveloppa soigneusement dans une toile et les emporta dans la cuisine, où la veuve gardait un coffre secret pour les objets rares. Personne ne remarqua la petite boucle sculptée avec un lys ailé, détachée de l'ancien étendard et tombée sur la table. Le chevalier aux cheveux gris, qui travaillait ce jour-là près du fourneau, jeta un coup d'œil à la boucle et ne la toucha pas, bien que ses yeux aient légèrement vacillé. Il dit qu'il reconnaissait le travail ancien des artisans serfs de la vallée, qui savaient rendre le métal souple à la lumière et dur à l'ombre. Il le dit d'un ton neutre, comme s'il parlait d'un clou. Le deuxième indice fut apporté par une odeur perceptible. Un convoi transportant des tissus de la steppe traversait la ville. Le marchand principal avait l'habitude de nouer les rênes d'une manière inconnue dans cette région. Le chevalier aux cheveux gris s'arrêta au carrefour, regarda le nœud et le réajusta de ses mains, comme on réajuste un manteau d'enfant pour qu'il ne glisse pas. Le marchand, en passant, s'attarda du regard,
comme quelqu'un qui se souvient de quelque chose d'important et de lointain. Cependant, le convoi passa sans s'arrêter, et le chevalier continua son chemin, comme s'il n'avait remarqué ni le nœud, ni le regard. La troisième allusion fit partie d'une querelle quotidienne. Un scribe, portant le sceau royal, arriva en ville. Il annonça qu'il devait vérifier les mesures et les taxes et ordonna à tous de préparer leurs balances et leurs coffrets contenant des pièces de monnaie. Il dit que le nouvel ordre exigeait des rangées régulières dans les livres, sinon il y aurait des sanctions. Beaucoup ont pris peur, car dans les villes, une telle annonce signifiait toujours la même chose, une amende pour la moindre petite chose. Ce jour-là, le chevalier aux cheveux gris travaillait chez la veuve, taillait à la hache une béquille pour un vieillard, disposait des tonneaux et réparait la porte de l'écurie qui coinçait depuis le matin. Le scribe entra dans la cour, demanda de l'eau, regarda autour de lui et remarqua sur l'étagère une liasse de vieux cahiers avec des notes. Il dit qu'il allait vérifier les comptes. La veuve posa tranquillement un panier de sel sur la table, montra le coffret et le cahier de son fils. Le scribe loua la propreté, mais laissa un petit paquet sur la table, comme s'il l'avait oublié. Le soir, la veuve défit le paquet et trouva à l'intérieur une courte lettre portant le sceau du tuteur et un petit couteau enveloppé dans un chiffon qui sentait la résine. La lettre disait que son maison abritait un symbole interdit de l'ancien pouvoir et que lors d'une perquisition, elle serait arrêtée comme complice. Cela sentait le piège. Le chevalier aux cheveux gris, voyant le sceau, remarqua une légère trace d'ongle à la base et dit que cela arrivait lorsqu'une personne pressée prenait l'empreinte dans la cire chaude sans la laisser refroidir. Il ajouta que dans l'ancienne chancellerie, on apprenait à tenir le sceau au-dessus d'un bol d'eau froide. Il le dit sans méchanceté. La veuve cacha la lettre, bien que ses mains tremblaient. Ainsi, une situation banale avec un paquet se transforma en menace et le mélodrame de la cour, où l'on compte l'avoine et le bois, bascula vers le suspense. La nuit, les hommes du scribe sont arrivés. Ils ont dit que, sur ordre, ils devaient vérifier les coffres, les greniers et la cave. Ils l'ont dit d'une voix étrangère, comme le font toujours les gens qui ne viennent pas de leur propre chef. La veuve a ouvert les portes. Le fils se tenait derrière, s'agrippant à un tabouret. Le chevalier aux cheveux gris se déplaçait dans la cour comme quelqu'un qui connaît par cœur le plan détaillé de n'importe quelle maison. Il remit en place un tonneau sur lequel on pouvait trébucher dans l'obscurité, retira une corde qui traînait par terre et repoussa l'échelle contre le mur pour ne pas heurter la cheminée. Il laissait de l'espace à ceux qui s'apprêtaient à fouiller les lieux, car il savait à quelle vitesse la panique pouvait s'emparer des gens. Les hommes du scribe parcouraient la maison en faisant semblant de chercher des preuves. L'un d'eux sentit une odeur de résine, trouva un chiffon, comprit qu'il tenait un couteau entre ses mains, le remit à sa place et déclara que c'était soit un hasard, soit un acte délibéré. Ils repartirent les mains vides, mais laissèrent le désordre derrière eux. La veuve dit que tout cela sentait le malheur annoncé, et elle eut raison. Le matin, les soldats du nouveau seigneur ont défilé sur la place. Ils ont affiché une annonce indiquant que la ville devait prêter serment dans un délai exprimé en mots et non en chiffres, à la fin de la saison chaude, avant que la première herbe ne devienne cassante sous le gel matinal. Ceux qui ne prêteraient pas serment seraient privés de protection. La veuve vit que la formulation contenait une pointe d'ironie. Un tel délai était difficile à contester. Le chevalier aux cheveux gris prit l'annonce, la tint dans sa main et dit que la formule avait été rédigée par quelqu'un qui était pressé.
Il ajouta qu'à la cour, on ne donnait jamais de délai sans chiffre, car cela donnait lieu à des controverses. À ce moment-là, la veuve pensa pour la première fois que son discours contenait des détails que seuls ceux qui avaient autrefois occupé une position supérieure à celle des gens ordinaires pouvaient connaître. À l'heure du déjeuner, le convoi venu de la steppe arriva, celui-là même où le marchand en chef avait fait un nœud étrange. Le convoi s'arrêta de manière inattendue devant la cour de la veuve. Le marchand descendit de cheval et ordonna à ses hommes de décharger non pas des ballots de velours, mais des sacs de céréales. Il dit qu'il devait rembourser de toute urgence sa dette à l'homme qu'il avait autrefois sorti d'une embuscade hivernale. Il dit qu'il avait reconnu cet homme à la façon dont il tenait les rênes et dont il regardait son cheval avec attention, comme s'il s'agissait d'un égal. Il ajouta qu'il ne demandait pas son nom, car le nom n'était pas plus important que l'acte. C'est ainsi qu'une réserve inattendue de farine apparut à la cour, et avec elle, une protection et la possibilité de survivre à une mauvaise semaine. Les gens regardaient autour d'eux. Un étranger, que personne n'avait sollicité, avait apporté son aide, et cela changeait la situation de la cour de la veuve, car désormais, toute fouille se heurtait aux droits d'un étranger sur la marchandise. L'un des soldats, habitué à se moquer des pauvres, fit une blague au vieux sonneur. Celui-ci s'inclina, comme à son habitude, et s'éloigna vers la tour. On le considérait comme un homme simple, car il se trompait parfois d'heure lorsque le brouillard recouvrait la vallée. Cependant, il avait des mains habiles et une mémoire pour les petits détails. Il se souvenait quelle corde frottait et où elle pouvait soudainement se rompre. Il savait comment envoyer un signal de fumée si le vent changeait de direction. Cette compétence semblait insignifiante jusqu'à ce jour-là. Le soir venu, le scribe revint à la ferme avec des soldats et dit qu'il fallait faire sortir les gens dans la cour et dresser l'inventaire de tout ce qui se trouvait dans les coffres. Il dit que l'inventaire devait être fait sur un papier spécial avec un cachet, sinon il y aurait des sanctions. La veuve ne discuta pas, mais son fils prit discrètement le livre des dépenses, glissa une fine feuille sous le papier et nota dans la marge les chiffres qui ne correspondaient pas à ceux du scribe. La liste des taxes comprenait des marchandises qui n'étaient plus disponibles en ville depuis 2 saisons. Le fils a montré la page au chevalier aux cheveux gris. Celui-ci n'a pas été surpris et a dit que sous l'Ancien Régime, les scribes cachaient souvent les manquements en fractionnant les lignes, car alors le regard glisse et ne voit pas le montant total. Il l'a dit simplement et calmement, comme s'il examinait un motif sur un tableau. Pendant la nuit, un autre paquet fut déposé dans la cour de la veuve. À l'intérieur se trouvait un morceau de tissu avec une couronne et quelques branches sèches de genévrier, utilisées pour enduire les meules afin de réduire l'usure de la farine. Le paquet avait été préparé de manière à être trouvé lors du nettoyage matinal. La veuve dit que c'était un piège préparé par des mains inexpérimentées, car le genévrier n'avait pas sa place dans un tel contexte. Le chevalier aux cheveux gris tira une corde de l'écurie jusqu'à la porte arrière et fit une boucle qui permettait de déverrouiller le loquet sans bruit. Il dit que la fouille se reproduirait cette nuit-là. Il ne s'était pas trompé. Les mêmes personnes revinrent, mais accompagnées de celles qui portaient des masques sous leurs casques. Elles dirent qu'on leur avait ordonné d'agir rapidement. Elles agirent rapidement et brutalement. À la fin de la fouille, l'une d'elles sortit un paquet et dit avoir trouvé la preuve d'un lien entre la cour et l'ancienne maison. Le chevalier aux cheveux gris se tenait à côté et écoutait. Il a soudainement retiré son manteau. Sous le manteau
se trouvait une armure dont la couronne était polie jusqu'à devenir grise. Il n'a rien dit. Il se tenait simplement debout et les cicatrices sur ses épaules parlaient à sa place. Les personnes venues fouiller se retrouvèrent prises entre deux regards. Celui d'un homme qu'elles voyaient tous les jours et qu'elles avaient l'habitude de mépriser, et celui d'un homme qu'elles connaissaient à travers les légendes et qu'elles avaient peur d'aimer. Elles hésitèrent. L'une d'elles recula. Une autre dit qu'elle devait appeler son chef et s'enfuit. La rumeur selon laquelle un homme portant une couronne rouillée était apparu dans la ville se répandit plus vite que le bruit du marché. Certains disaient que c'était un imposteur. D'autres se souvenaient que le roi avait une blessure d'arche en forme de flèche sur l'épaule gauche et que ce vagabond tenait son bras un peu plus bas que la normale. D'autres se souvenaient de la voix de l'ancien souverain, mais le vagabond n'avait pas de voix. Il parlait rarement et d'une voix monocorde. Le matin, la ville était devenue étrangère à elle-même. De nouveaux panneaux étaient accrochés au mur et le drapeau rouge du tuteur flottait au-dessus de la tour. Le vieux sonneur de cloches avait été chassé des cordes, mais il était revenu et avait commencé à démonter le rouleau pour remplacer la partie usée. Personne ne l'avait arrêté. On s'habitue aux personnes âgées, on cesse de les voir. Ce jour-là, le jeune greffier du bureau du tuteur vint voir la veuve seule, sans soldat. Il dit qu'il voulait revoir les écrits de son fils, car il n'avait pas eu le temps de le faire la veille. Il le dit avec trop de politesse, et cette politesse avait quelque chose de dangereux. Il s'assit, ouvrit le livre, passa son doigt sur les lignes et s'arrêta sur celle où figurait le tribut pour l'avoine. Il comprit que le livre ne contenait pas la fraction qui cachait le manque à gagner. Il comprit que le garçon savait voir le montant total. Il dit que le garçon devait venir à la mairie et aider à mettre les listes en ordre. La veuve répondit que le garçon était occupé à l'écurie. Le scribe partit, mais son regard était devenu froid. À cet instant, une demande innocente devint le début d'une persécution. Le soir venu, le convoi des steppes revint, bien qu'il n'ait aucune raison de s'attarder. Le marchand était accompagné d'une dizaine de cavaliers, chacun tenant devant lui un sac noué d'un nœud qui ne se défaisait pas dans les secousses. Il dit qu'il resterait jusqu'à l'aube et que ses hommes aideraient si nécessaire. Il dit qu'il se souvenait de l'hiver dans le ravin, où une seule erreur pouvait coûter la vie, et que la dette était payée tant que le cœur s'en souvenait. Il prononça ces mots sans emphase, comme une note dans un livre. Ainsi, du côté de la cour, on se retrouva soudainement avec une ressource que personne n'avait demandée. Pendant la nuit, des coupes de pois s'enflammèrent sur les murs de la ville. Un détachement d'hommes, vêtus de surcoats sombres, sortit du château. Ils se dirigèrent vers la porte nord. Sur la tour, le vieux sonneur tirait sur la corde, et la cloche ne sonnait pas tant qu'il comptait ses respirations. Il attendait le vent nécessaire. Lorsque le vent tourna de l'est vers le nord, il donna le premier coup. C'était un signal compréhensible uniquement par ceux qui avaient appris auparavant. Un long, 2 courts, une pause, puis 3 coups réguliers. C'est ainsi qu'on avertissait des incendies lors des foires sous l'Ancien Régime. Dans la ville, on prit cela pour une alerte et on se précipita pour fermer les boutiques. Les soldats se dispersèrent. Pendant qu'ils se dispersaient dans les ruelles, les cavaliers des steppes firent demi-tour à la porte nord et le chevalier aux cheveux gris leva le verrou à l'aide d'une boucle préparée à l'avance. Tout cela ne ressemblait pas à un miracle. Cela ressemblait à un plan élaboré à l'avance, dans lequel chaque nœud en retenait un autre. La veuve et son fils apportèrent dans la cour des tonneaux d'eau et des paniers de pain
ce qui empêcha ceux qui voulaient leur mettre le feu pour punir. Le vieux sonneur tira sur la deuxième corde et déroula, par-dessus la toile brune, un vieux drapeau décoloré que le garçon avait caché une semaine auparavant. C'était risqué, mais cela incita les gens à lever la tête. Le vent déroula le tissu et révéla une fleur de lys ailé. Les soldats furent déconcertés, car ils ne savaient pas s'il fallait maintenant brûler la cour où était visible le symbole de celui qui pourrait devenir leur maître dès le lendemain. Au matin, la ville s'est réveillée dans un état que l'on ne peut qualifier ni de paix ni de guerre. Les gens se sont rassemblés sur la place, chacun essayant de comprendre vers qui se tourner désormais. Le gouverneur du château, un homme de confiance, est monté sur l'estrade. Il a déclaré que des agitateurs sévissaient dans la ville. Il a dit qu'il chercherait les instigateurs parmi les artisans et les veuves. Il a prononcé ces mots d'un ton méprisant, comme le font ceux qui regardent les autres de haut. À ce moment-là, le chevalier aux cheveux gris est monté sur l'estrade, a retiré son casque et a montré aux gens la cicatrice sur son épaule gauche dont parlaient les vieux soldats. Il a dit peu de choses, mais suffisamment. Il déclara qu'il ne voulait pas de sang dans la ville et que le choix reviendrait à tous, et avant tout au gouverneur lui-même. Il annonça qu'il n'avait pas l'intention de se cacher dans l'hôpital d'un autre. Il parlait doucement, mais ceux qui se tenaient dans les rangs éloignés l'entendaient. Les gens n'aimaient pas les discours grandiloquents, mais appréciaient les phrases précises et simples. Il savait parler ainsi. Parmi la foule se trouvait une femme vêtue d'un foulard noir que l'on appelait la mère du monastère sur la colline. Elle vivait là depuis de nombreuses années et beaucoup pensaient qu'elle venait de province car elle avait un accent particulier. Elle tenait ses mains sur sa poitrine où l'on devinait sous le tissu la froideur ronde de la pierre. Le chevalier aux cheveux gris l'aperçut et se tut. Elle baissa les yeux et murmura si bas que personne ne l'entendit, mais lui comprit. Les gens ne virent qu'une chose. Le vieil homme et la femme se regardèrent dans les yeux, et ce regard reflétait un long souvenir. Plus tard, on apprit que cette femme était la sœur aînée du roi déchu, disparu l'année de la grande épidémie. Elle était entrée au couvent pour cacher son nom et avait gardé le silence pendant de longues années. Elle connaissait les anciens chemins autour de la ville et les clés de la porte de secours dans le mur ouest. Seules 2 personnes étaient au courant. Ainsi, un nouveau silence s'installa dans la ville. Les gens se souvinrent du son de la cloche qui retentissait autrefois les jours de collecte des offrandes, de la distribution du pain du grenier, lorsque la banlieue souffrait de la faim. Ils se souvinrent que les chevaux de l'ancienne cour étaient maintenant bien nourris et que les palefreniers occupaient une route 3 fois plus large qu'aujourd'hui. Étrangement, la mémoire était plus courte et plus simple que le passé, mais elle rendait les gens plus courageux. Le gouverneur, voyant le drapeau défraîchi flotter au vent, fit signe à ses hommes qui conduisirent leurs troupes vers la porte nord. On aurait dit qu'un affrontement allait avoir lieu. Le chevalier aux cheveux gris fit un pas en avant. Il leva la main, mais pas pour donner le signal de l'attaque. Il montra à ses hommes l'ancien signe de réconciliation. La paume vers le haut, les doigts écartés. Il dit qu'il ne fallait pas tuer, car demain, il faudrait vivre côte à côte, et chaque coup restait plus longtemps dans la mémoire qu'un jugement équitable. Il dit qu'il voulait un procès public sur la place, où chacun pourrait exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Il dit que ce n'était pas une demande, mais une règle qu'il instaurerait s'il obtenait la parole. Les gens autour ont échangé des regards. Dans la foule, un vieux chasseur s'est levé et a dit qu'il essaierait de convaincre le gouverneur d'accepter cette condition, sinon
la rivière les emporterait tous lorsque la glace se briserait au début du printemps. Il l'a dit de manière absurde, mais le sens était clair. Si on versait du sang maintenant, cela reviendrait sous forme de malheur au printemps. Le gouverneur, habitué au schéma simple, ne s'attendait pas à ce qu'on lui propose un procès plutôt qu'une visite de maison en maison. Il accepta afin de gagner du temps. Il dit que le procès aurait lieu le 3e jour, qu'il désigna par ces mots « le jour où passera le premier orage chaud et où les bottes cesseront de s'enliser dans la boue. » Les gens acceptèrent, car ils étaient aussi fatigués de la boue que des menaces. Le chevalier aux cheveux gris quitta la scène sans faire appel à sa garde. Il dit à la veuve qu'il ne fallait donner à personne l'occasion de semer la zizanie avant le procès. Il dit au fils de la veuve qu'il fallait garder les livres à portée de main. Il dit au vieux sonneur de cloche qu'il devait préparer les cordes. Pendant ces 3 jours, la ville vécut dans l'attente. Le marchand des steppes garda ses hommes à l'écart afin de ne pas irriter le gouverneur. Le monastère entr'ouvrit sa porte extérieure et un chemin tranquille s'y ouvrit pour ceux qui voulaient se confesser avant le changement. La veuve moulit de la farine et distribua de l'eau. Son fils recopiait les listes des collectes en mettant à côté de petites croix qui indiquaient où chacun avait péché contre la mesure. Le vieux sonneur de cloche était assis sur les marches sous la tour et comptait mentalement les coups qui réveilleraient les gens à l'heure voulue. Le chevalier aux cheveux gris venait à la tour, s'asseyait et restait silencieux. Les gens disaient qu'il semblait écouter le bruit de la rivière, bien que celle-ci grondât au loin. Le jour du jugement, le ciel fut effectivement couvert de courtes averses chaudes. Des tables furent installées sur la place, sur lesquelles on posa des livres, des balances et des sacs de sable pour les seaux. On annonça que tout le monde parlerait dans l'ordre. La veuve fut la première à présenter le paquet trouvé chez elle et à raconter les perquisitions nocturnes. Son fils ouvrit les livres et montra les endroits où les chiffres ne concordaient pas. Il parlait calmement, ce qui rendait ses paroles plus convaincantes. Le gouverneur a tenté de balayer ses propos d'un revers de main, mais le marchand des steppes a demandé la parole et a déclaré que dans son convoi, on comptait différemment et que les divergences étaient toujours visibles si l'on regardait les recettes et les dépenses ensemble et non séparément. Il a posé ses livres sur la table, ce qui a été une mauvaise surprise pour le scribe. Puis survint un nouveau rebondissement auquel la ville n'était pas préparée. L'un des gardes sortit de sous le linceul un garçon qu'il avait trouvé dans la tour. C'était l'assistant du sonneur de cloche. Le garde dit que le garçon avait tenté de hisser l'ancien drapeau sur la tour sans autorisation. Il dit que c'était une atteinte à l'ordre public. La foule s'agita. Le vieux sonneur se leva lentement et dit qu'il avait lui-même hissé le drapeau et que le garçon tenait simplement le nœud pour que le drapeau ne soit pas emporté par le vent. Il dit qu'il en assumait la responsabilité. Le gouverneur saisit cette occasion pour faire preuve de sévérité et déclara qu'il fallait punir ceux qui hissaient les anciens symboles. Le chevalier aux cheveux gris se tourna vers le vieux sonneur et s'inclina devant lui aussi bas qu'on s'incline devant un égal. Il le qualifia d'homme sous-estimé, qui tient la ville par les cordes et les connaît mieux que n'importe quel guerrier ne connaît son sabre. Il déclara qu'il punirait celui qui avait levé le poing et non celui qui avait hissé le drapeau. La foule se mit à murmurer et adhéra à cette idée. Le gouverneur comprit qu'il avait été mis hors jeu. Le procès prit une tournure que personne n'avait prévue. Il s'avéra que le scribe avait caché le manque à gagner pendant de nombreux mois, accusant ceux qui ne savaient pas se défendre. Il le fit maladroitement
et laissa des traces. Le fils de la veuve montra ces traces, et le chevalier aux cheveux gris expliqua pourquoi on ne procédait pas ainsi à l'ancienne cour. La mère supérieure du monastère raconta qu'elle conservait dans son cellier de vieux papiers portant les sceaux d'autrefois, et que ces sceaux y étaient apposés avec soin, avec froideur, et non à la hâte et dans la précipitation. Elle ajouta qu'elle avait vu à plusieurs reprises le scribe se dépêcher et salir la table avec de la cire. Ainsi, de petites observations s'enchaînaient. Le soir, le procès fut interrompu parce que la pluie s'était intensifiée. Le gouverneur donna l'ordre de rassembler les troupes au château. Le chevalier aux cheveux gris dit que les pires décisions étaient toujours prises la nuit et qu'à l'aube, on saurait clairement qui était prêt à continuer à parler. Il dit cela et s'en alla. Cette nuit-là, la ville ne dormit pas. Le vieux sonneur de cloche était assis près des cordes. Les cavaliers des steppes changeaient les fers de leurs chevaux. La veuve cuisait du pain. Le fils de la veuve recopiait les noms des témoins. La mère supérieure du monastère allait de cellule en cellule et priait en silence. Au petit matin, une escouade noire du tuteur arriva à la porte nord. Il devait arrêter le chevalier aux cheveux gris et l'emmener à la capitale. Ils arrivèrent sans savoir qu'il y avait dans le mur ouest une porte qui n'avait pas été utilisée depuis longtemps. La mère supérieure l'ouvrit, et des gens qui vivaient dans les faubourgs et gardaient de vieux arcs sous la paille y entrèrent. Ils ne voulaient pas de sang, mais ils voulaient la justice. Ils se placèrent en chaîne entre la troupe noire et la ville. Le vieux sonneur de cloche donna le signal. La cloche sonna 3 fois, puis se tut. C'était le signe que le moment du choix était venu. Le chevalier aux cheveux gris monta sur les marches de l'estrade. Il ôta son manteau. Sur sa poitrine brillait une couronne rouillée. Il déclara qu'un homme incapable de regarder les gens dans les yeux ne devait pas les gouverner. Il dit que l'ordre actuel repose sur la peur et l'habitude, et non sur le droit. Il dit qu'il ne promet pas de miracle, mais qu'il promet un conte où tout s'équilibrera. Il dit qu'il n'a pas retrouvé sa vie pour en prendre une autre. Il dit qu'il est prêt à accepter le coup de n'importe qui si celui-ci décide qu'il ment. Il se tenait seul, et derrière lui, il n'y avait que le vieux sonneur de cloche, la veuve, son fils, le marchand des steppes et la mère supérieure du monastère. Cela s'est avéré suffisant, car à ce moment-là, la foule n'a pas vu le manteau ni la cicatrice, mais le choix. Le gouverneur a vacillé. Le gouverneur fit un pas en avant et déclara qu'il était prêt à écouter si l'on emmenait hors de la ville ceux qui remettaient les vieux signes au goût du jour. Il expliqua que cela permettrait de ramener le calme. Il comptait sur l'accord d'une foule fatiguée par l'agitation. À ce moment-là, le héros méconnu fit son œuvre. Le vieux sonneur, que toute sa vie on avait considéré non pas comme celui qui décide, mais comme celui qui exécute, tira sur une autre corde et ouvrit la trappe dans la tour. Le vent pénétra dans le grondement de la cloche, et le son devint grave, lourd, familier à tous ceux qui se souvenaient des années avant le coup d'État. Ce son ne signifiait pas un appel aux armes, mais le début d'une réunion où l'on ne parlait pas à tour de rôle, mais chacun à son tour, et où personne n'avait le droit de faire taire l'orateur avant qu'il n'ait fini de parler. Les gens se sont instinctivement mis en cercle. Le gouverneur a compris qu'il n'avait aucun moyen de s'opposer à ce son. Il a déclaré qu'il se pliait à la forme et qu'il parlerait à son tour. Le premier à prendre la parole fut le vieux palefrenier qui travaillait encore à l'écurie royale. Il montra une ceinture en cuir qu'il gardait dans un coffre. À l'intérieur de la ceinture, il y avait une inscription écrite à la main par l'ancien roi,
une lettre ronde avec une petite encoche. Le palefrenier dit que celui qui se tenait sur l'estrade tenait les rênes de la même manière que le roi les tenait le jour de la chasse d'été, lorsque le cheval de son frère avait dévalé le ravin et que le roi avait pris le choc. Il dit que de tels détails ne peuvent être falsifiés. Il le dit simplement, car il s'exprimait toujours simplement. Puis le scribe prit la parole. Il tenta de se défendre, mais le fils de la veuve ouvrit ses listes sur la table. Il montra une ligne floue où les chiffres divergeaient du même montant chaque mois. Il dit que c'était un signe de négligence. Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de juger, mais qu'il ne voulait pas que des registres qui déshonoraient l'idée même de comptabilité circulent dans sa ville. Cette phrase a désarmé beaucoup de gens. Le gouverneur a fait venir 2 témoins, mais leurs témoignages se contredisaient. Le marchand des steppes a ajouté un petit détail. Il a montré les nœuds sur les sacs. Il a déclaré que les nœuds que le chevalier aux cheveux gris avait faits pendant la nuit dans la cour tenaient mieux que ceux de ses propres hommes. Il a déclaré que seules des mains expertes pouvaient réaliser de tels nœuds. Les gens écoutaient, et à chaque détail, la sécurité du gouverneur fondait comme neige au soleil printanier. Quand ce fut le tour de la mère supérieure du monastère, elle retira une pierre de sa poitrine et la posa sur la table. C'était le sceau de son ancienne maison, retiré de sa chaîne et caché il y a de nombreuses années. Elle dit qu'elle l'avait conservé, non pas pour le pouvoir, mais pour le jour où il faudrait prouver son origine sans recourir à l'épée. Elle raconta comment, l'année de la grande épidémie, elle avait disparu de la cour et était partie sous un autre nom pour attendre que le danger passe. Elle expliqua qu'elle ne pouvait plus se taire, car le silence revenait à participer au mensonge d'autrui. Les gens se figèrent. Le gouverneur comprit tout, mais la décision lui échappait déjà. Le chevalier aux cheveux gris ne se pressait pas d'écraser son ennemi. Il continuait à parler par phrases courtes du compte, de la mesure et de la mémoire commune. Il disait que l'ordre devait être maintenu non pas par la peur, mais par l'habitude d'un travail régulier. Il a dit qu'un chef qui tient ses comptes en ordre n'aimera pas le désordre dans la rue, et vice-versa. Il a demandé de reporter le jugement à la fin de la journée et a proposé un choix ouvert. Soit la ville reste sous la tutelle du tuteur, soit elle rend celui qu'elle voit devant elle. Il n'a pas exigé de serment pour l'instant. Il l'a reporté au soir, lorsque les gens auraient retrouvé leur calme. Pendant le procès, il y eut un autre rebondissement, préparé par une semaine de petites observations. Jusqu'à ce jour, personne n'avait fait le lien entre la veuve et la mère supérieure du couvent. Sur la place, elles semblaient être des étrangères l'une pour l'autre. Mais le soir, une vieille femme d'un village voisin poussa vers la table une fillette du refuge du couvent. La fillette avait une fine cicatrice en forme de demi-cercle au poignet. La veuve pâlit. La mère du couvent couvrit la pierre sur la table de sa main. Il s'est avéré que, plusieurs années auparavant, la veuve, alors jeune servante dans les cuisines du palais, avait aidé à sortir d'une aile en feu un bébé né du roi et d'une femme issue d'une famille modeste. On voulait cacher la petite fille afin que le tuteur n'ait aucune raison d'éliminer tous les héritiers. La petite fille grandit au monastère sans rien savoir de ses origines. Le lien se révéla lorsque la veuve vit la cicatrice laissée par le bracelet en cuivre qu'elle avait elle-même mise au bébé pour le distinguer dans la précipitation. C'est ainsi que la grâce d'autrefois se lia au présent. C'était une parenté cachée, dont seules 2 personnes avaient connaissance, et aucune d'elles ne cherchait à en tirer profit. Mais les faits se sont avérés plus forts que les intentions. Les gens ont vu le simple service rendu par une fille étrangère
qui s'est maintenant retrouvé plus proche de leur destin à tous que n'importe lequel des fonctionnaires. Ce détail a changé l'attention de la foule. Les gens ont cessé de regarder le gouverneur. Ils regardaient la veuve, la jeune fille, la mère supérieure du couvent et le chevalier aux cheveux gris. Ils y voyaient non pas une légende, mais un ordre où la mémoire et le devoir se rejoignaient sans faille. Le gouverneur l'a compris et a tenté d'organiser un départ forcé. Il a fait signe à ses hommes. C'est alors que le sonneur de cloche, sous-estimé, a fait son dernier geste. Il a donné le signal aux collines voisines, avec le son le plus grave qui puisse être entendu à travers les vallées. Ce signal signifiait une demande de témoins. Des feux s'allumèrent sur les collines. Des gens affluèrent des faubourgs, ceux qui, dans leur ancienne maison, recevaient du pain du grenier pendant les années de mauvaise récolte. Ils ne vinrent pas avec des lances, mais avec des mots. Cela rendit définitivement inutile toute tentative de solution par la force. À la tombée de la nuit, la ville avait fait son choix. On apporta sur l'estrade un bol d'eau froide et de la cire. Les seaux furent apposés à tour de rôle. Le chevalier aux cheveux gris serra les doigts dans l'eau pour que l'empreinte soit régulière, comme on l'enseignait autrefois. Les gens prêtèrent serment, non pas en une seule foule, mais par groupe de métiers. Chaque artisan apposa le signe de sa corporation à côté du sceau. Cela prit plusieurs heures, mais personne ne partit. Le gouverneur ne s'enfuit pas. Il resta debout, à regarder la ville lui échapper. À l'aube du lendemain, le chevalier aux cheveux gris se rendit au château. Il n'emmena aucun cavalier des steppes. Il marcha à pied avec le vieux sonneur de cloche, la veuve et son fils, la mère supérieure du couvent et la petite fille de l'orphelinat. À la porte, ils furent accueillis par des gardes déconcertés par cette scène si peu guerrière. L'intérieur du château était en grande partie vide. Dans la salle principale étaient accrochés des boucliers couverts de poussière. Au-dessus de la cheminée était suspendu un tapis orné du même lys ailé, mais sans dorure. Le chevalier aux cheveux gris ôta son manteau et le suspendit à un crochet, comme s'il était chez lui. Il déclara que les ordres concernant la vie de la ville seraient désormais prononcés en journée sur la place. Il annonça que le château avait désormais un service et une comptabilité. Il chargea le fils de la veuve de vérifier les livres avec un nouveau scribe issu des artisans. Il demanda aux marchands des steppes de rester jusqu'à la fin de l'automne pour aider à mettre en place les échanges. Il dit à la mère supérieure du couvent que sans elle, il n'y aurait pas de tranquillité à la cour. Il demanda au vieux sonneur de cloche de s'occuper des signaux et de garder les cordes au sec. Il fit ses nominations sans bruit, comme s'il rangeait ses outils après le travail. Il restait le gouverneur. On le conduisit dans la cour. Les gens s'attendaient à une exécution, car c'est ainsi que se termine généralement ce genre d'histoire. Le chevalier aux cheveux gris déclara qu'il ne se vengeait pas au-delà des limites. Il déclara que dans les affaires les plus sombres du gouverneur, une chose était claire, il n'avait égorgé aucun enfant et n'avait brûlé aucune maison sans ordre. Il déclara que la punition pour les malversations et le chantage serait sévère, mais pas sanglante. Il envoya le gouverneur dans un monastère au bord de la mer, où il devait recopier des livres jusqu'à la fin de ses jours et nettoyer l'encre de ses doigts avec du sel et du vinaigre, afin de se rappeler que les chiffres ne s'effacent pas. La foule accepta cette décision avec un soupir de soulagement. Il n'y aurait pas de sang versé, mais le mauvais souvenir resterait. Puis commença un travail qui n'avait rien d'un festin de victoire. Le fils de la veuve et ses nouveaux assistants passèrent 3 semaines à mettre de l'ordre dans les livres. Il trouva et nota
toutes les fausses lignes que le scribe avait écrites pendant de nombreuses saisons. Il dressa une liste des noms des personnes qui avaient payé 2 fois. La veuve tenait un nouveau registre des céréales, séparant strictement celles qui étaient destinées au marché de celles qui devaient être mises de côté pour l'hiver. Le marchand des steppes acceptait les anciennes dettes, non pas en argent, mais en ballots de laine, afin que la ville puisse survivre au froid. La mère supérieure du monastère ouvrit le cellier du bas, où personne n'était entré depuis des années, et en sortit des liasses de papier jaune avec des marges vierges pour de nouvelles inscriptions. Le vieux sonneur de cloche séchait des cordes, et la tour sentait l'eau salée, car il étendait les cordes comme on le lui avait appris dans sa jeunesse, lorsque le château était encore différent. Avec le temps, les gens cessèrent de se retourner à chaque son de cloche. La ville s'habitua à un nouveau silence, dans lequel les procès se déroulaient rarement, mais régulièrement. Dans les tavernes, on discutait à nouveau du prix de l'avoine, et cela semblait être le signe d'une vie normale. Le chevalier aux cheveux gris sortait rarement sur l'estrade. Il tenait parole et ne transformait pas la place en scène. Il passait plus de temps dans l'écurie, où il discutait le soir avec les chevaux, comme avec des compagnons de service. Il pouvait ferrer un cheval sans mouvement superflu et souriait plus souvent aux animaux qu'aux gens. Cela agaçait certains, car ils voulaient une légende, mais voyaient un homme qui s'obstinait à faire des choses simples. Mais c'est précisément cela qui maintenait la ville, l'habitude de travailler dans les petits détails. Différentes histoires circulaient au sujet des cicatrices sur ses épaules. Certains disaient qu'il avait retiré la flèche de ses propres mains sans gémir le jour où la cour était tombée. D'autres disaient que la blessure avait été refermée avec du sel et de la peau et que la douleur n'était revenue que maintenant, alors qu'il avait repris le travail pénible. On lui apportait des herbes et il les acceptait sans fierté, comme on accepte l'eau d'un ruisseau. La petite fille de l'orphelinat, qui s'était avérée être la fille de son ancien foyer, apprenait à compter avec le fils de la veuve, car cette compétence est nécessaire à toute personne appelée à prendre des décisions. Elle grandissait sans connaître d'honneur particulier. Personne ne l'appelait autrement que par son nom. On ne la montrait pas à la foule. C'était la décision du chevalier aux cheveux gris et de la mère supérieure du monastère. Ne pas faire de son origine une affiche. Un jour, le scribe revint en ville, vêtu d'une robe monastique blanche, pour apporter des livres à échanger. Il était maigre, taciturne, et gardait les mains cachées dans ses manches. Il ne regardait pas les gens. Il dit qu'il demandait la permission de reprendre un cahier dans lequel sa main avait écrit des lignes obscènes afin d'apprendre aux jeunes comment ne pas faire. Sa demande fut acceptée. Il n'y avait là aucune générosité. C'était cette même équité que le chevalier aux cheveux gris prônait non pas avec des mots, mais en ne laissant pas la colère le dominer. À la fin de l'automne, la ville célébra une journée appelée « Jour de l'eau calme », lorsque la rivière coule sans bruit et que l'on entend le matin les pas sur le pont en bois. Du pain, du sel et du beurre furent exposés sur la place. Les gens se tinrent en demi-cercle, le chevalier aux cheveux gris monta sur les marches et déclara brièvement que l'année avait été difficile, mais équilibrée, qu'il y avait des économies, que personne ne resterait sans galette et sans coin chaud pendant l'hiver. Il a dit qu'il ne promettait pas la richesse, mais l'ordre, où chacun sait ce qu'il a dans son sac et ce qu'il doit à son voisin. Il a souhaité à tous des nuits sans cloche d'alarme. La foule a répondu par un silence plus fort que n'importe quel cri. Ce n'est qu'à la fin de l'hiver qu'il devint clair que la légende avait rattrapé l'homme. Dans les terres voisines, on discutait du fait que le roi exilé
était revenu non pas avec une armée, mais avec un comte, non pas avec un dîner en or, mais avec un seau d'eau à la porte. Les rumeurs se propageaient comme de la fumée au-dessus de la paille humide. Il n'y répondait pas. Il se levait à l'aube, faisait le tour de la cour et comptait ses pas pour ne pas perdre l'équilibre dans sa tête. Il ne gardait pas de garde près de lui. Il gardait près de lui ceux qui connaissaient leur métier, le sonneur de cloche, la veuve, son fils, le marchand, la mère supérieure du monastère. Il aimait les rangées régulières dans les livres plus que les rangées régulières de copies sous le mur. Tout le monde n'aimait pas cela, mais cela empêchait la ville de prendre de mauvaises décisions. La dernière menace fut découverte grâce à une chose toute simple. Un colis, contenant des herbes séchées, arriva dans la cour de la veuve. Il portait le sceau du marché des steppes. À l'intérieur, il n'y avait pas d'herbe, mais une poudre fine qui rongeait la peau. C'était un composé toxique utilisé pour détériorer les cordes et les sangles. Le colis dégageait une odeur de pourriture. En temps normal, il aurait été apporté dans la cellule du médecin et mis de côté. Mais le fils de la veuve remarqua que la cire du seau avait une teinte différente de celle des véritables colis provenant de ce marché. Il en informa le chevalier aux cheveux gris. Celui-ci déclara que le colis était une tentative de détruire leur nœud. Il ordonna de l'emporter dans un terrain vague, de l'enterrer profondément dans le sable humide et de marquer l'endroit. Il appela le vieux sonneur et lui demanda de vérifier toutes les cordes. Une chose aussi simple qu'un colis d'herbes médicinales devint ainsi un nouveau petit thriller dans la vie quotidienne. Ils s'en sortirent sans faire de bruit. Ils avaient l'habitude de s'en sortir ainsi. Au printemps, ils ont de nouveau installé des tables, un bol d'eau et de la cire sur la place. La ville a confirmé son choix, car le choix n'est pas confirmé une ou deux fois, mais à chaque fois qu'une nouvelle saison commence. Le chevalier aux cheveux gris ne s'est pas empressé de mettre une couronne propre. Il a laissé sur sa poitrine celle qui était rouillée, qui brillait désormais, non pas par intermittence, mais avec assurance. Il n'a pas rétabli les anciens luxes de la cour, mais il a rétabli ce qui rend les cours nécessaires, la mesure, le silence, la prise en compte, sans lesquels tout pouvoir se transforme en chasse. On disait de lui toutes sortes de choses. Certains l'appelaient roi, d'autres chevalier errant, d'autres encore vieillard, avec l'étrange habitude d'écouter le vent près de la tour. La vérité était simple. C'était un homme qui avait vécu des années d'exil et qui était revenu, non pas pour la gloire, mais pour inscrire quelques colonnes bien alignées dans le livre de la ville. Un jour, il ôta son manteau, et le peuple reconnut en lui celui qui était tombé et s'était relevé. Chaque fois qu'il se promenait dans la foire et réparait la roue d'un chariot d'enfant, les gens voyaient que cette activité avait plus de pouvoir que n'importe quel insigne sur un casque. C'était là le dénouement. La fin n'a pas fait grand bruit. Elle s'est composée de dizaines de choix discrets, dans lesquels la veuve, son fils, le vieux sonneur de cloche, la petite fille de l'orphelinat et le marchand des steppes ont chaque fois fait un geste simple mais juste. Un bienfaiteur inattendu est arrivé ce jour-là, alors qu'on ne l'avait pas appelé, et a donné suffisamment pour que l'on puisse tenir bon. Ce héros méconnu a tiré sur la corde comme personne d'autre ne savait le faire et a rassemblé la foule en cercle. Une parenté cachée a refait surface, non pas comme un atout, mais comme un rappel d'une ancienne bonté. Le talent caché contre le statut s'est manifesté dans la capacité du garçon à compter et à voir la tromperie, et il s'est avéré plus nécessaire que n'importe quel éperon sur une botte. Et le masque et la révélation ne sont pas devenus un tour de carnaval,
mais le retour d'un homme à son travail, qui ne consistait pas à se tenir au sommet, mais à tenir la corde droite, à tirer le temps droit, à protéger les gens droits. C'est ainsi qu'ils vécurent. Et quand, des années plus tard, quelqu'un raconta à la nouvelle génération l'histoire du chevalier errant qui s'était avéré être un roi exilé, les gens n'y cherchèrent plus de miracles. Ils y voyaient leur ville, avec une colonne de calcul équilibrée à la dernière page, où tout concordait, et cela était plus important que les légendes.